Mes parents m'ont dit, nous donnons l'entreprise familiale à ton frère parce qu'il a une famille traditionnelle. J'ai répondu, très bien. C'est moi qui détenais toutes les licences de propriété intellectuelle. Je les ai révoquées le jour où il a pris la relève. L'entreprise est devenue une coquille vide du jour au lendemain, et mon frère est maintenant poursuivi par tous les clients pour rupture de contrat. Salut Reddit. Alors, mes parents ont donné notre entreprise familiale à mon frère parce qu'apparemment, avoir une femme et 2 enfants vous rend plus qualifié pour diriger une entreprise de logiciels que la personne qui a réellement construit toute la technologie propriétaire. Spoiler, ce n'est pas le cas. Et maintenant, mon frère croule sous les procès pendant que j'observe tout ça depuis mon nouveau bureau en centre-ville. Laissez-moi vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. J'ai 34 ans et je travaille dans l'entreprise familiale depuis l'obtention de mon diplôme universitaire, il y a 12 ans. Mon père a lancé Anderson Tech Solutions à la fin des années 90, en tant que petite société de conseil aidant les entreprises locales avec leurs besoins informatiques. Rien d'extravagant, juste de la configuration réseau de base, de la réparation d'ordinateurs, ce genre de choses. Au moment où je les ai rejoints après l'université, ils s'en sortaient bien, mais sans plus. Peut-être 15 employés, un chiffre d'affaires d'environ 2 millions de dollars par an, en concurrence avec tous les autres petits magasins d'informatique de la grande région métropolitaine. Mais voici le truc. Je n'ai pas rejoint l'entreprise juste pour profiter de mon nom de famille. J'avais un diplôme en informatique avec une spécialisation en apprentissage automatique et en analyse de données. Je savais que le secteur du conseil devenait saturé, et que nous devions nous différencier, sinon nous finirions par être avalés par de plus grandes firmes ou des entreprises technologiques offrant les mêmes services pour moins cher. J'ai donc passé mes 2 premières années à apprendre tous les aspects de l'entreprise tout en développant quelque chose à côté, quelque chose qui allait tout changer. J'ai créé une suite logicielle propriétaire, spécifiquement conçue pour les entreprises manufacturières de taille moyenne. Ce n'était pas une solution standard que l'on pouvait acheter n'importe où. C'étaient des algorithmes sur mesure, capables de prédire les pannes d'équipement, d'optimiser les calendriers de production, et de s'intégrer à pratiquement n'importe quel système hérité que ces entreprises utilisaient. Les entreprises manufacturières sont notoirement en retard sur l'adoption technologique. Elles utilisent encore des systèmes du début des années 2000 car la mise à niveau signifie l'arrêt des lignes de production, la reconversion des travailleurs, et potentiellement la perte de données. C'est un cauchemar. Mon logiciel résolvait tout cela. Il pouvait s'intégrer à leurs systèmes archaïques, extraire et analyser des données qu'ils ne savaient même pas qu'ils collectaient, et fournir des informations exploitables qui leur faisaient économiser beaucoup d'argent. J'ai pratiquement vécu dans la chambre d'amis de mon appartement, transformé en bureau, pendant ces 2 années les week-ends, les soirées, chaque fois que je ne travaillais pas activement pour l'entreprise. Je rentrais du bureau à 18h, je mangeais un truc rapide, et je codais jusqu'à minuit ou plus tard. Ma vie sociale était inexistante. Les rendez-vous amoureux étaient exclus, car qui voudrait sortir avec un type qui annule ses plans pour déboguer des algorithmes? Mais je construisais quelque chose de réel. Je voyais le tout prendre forme. Les modèles d'apprentissage automatique s'amélioraient dans leurs prédictions. Les modules d'intégration géraient des cas limites que je n'avais même pas anticipés. L'interface utilisateur était réellement intuitive, ce qui est rare pour un logiciel d'entreprise. Je savais que ça allait marcher. J'avais juste besoin de le prouver. Le premier client que j'ai amené à bord était presque un accident. Je faisais de la maintenance informatique de base pour Anderson Manufacturing, et le directeur de l'usine se plaignait de pannes d'équipements inattendus, qui leur coûtaient des centaines de milliers de dollars en temps de production perdu. J'ai mentionné que je travaillais sur quelque chose qui pourrait aider. Il était sceptique, mais assez désespéré pour essayer. En 3 mois, ils ont réduit les temps d'arrêt imprévus de 47%. 47%. Le directeur de l'usine ne pouvait pas s'arrêter d'en parler. Il l'a dit à son copain qui dirigeait une autre entreprise manufacturière 2 états plus loin. Ce type nous a appelés, puis un autre, puis encore un autre. Les nouvelles vont vite dans le milieu industriel quand quelqu'un trouve quelque chose qui fonctionne vraiment. Je me souviens très bien de la 2e réunion client. Le PDG est entré en s'attendant à un autre mec de la tech essayant de lui vendre des solutions cloud dont il n'avait pas besoin. Je lui ai montré les données réelles de Anderson, pas des projections ou des estimations. De vrais chiffres montrant la réduction des temps d'arrêt, les économies de coûts, les calculs de retour sur investissement. Son scepticisme a fondu en environ 15 minutes. À la fin de la réunion, il demandait quand nous pourrions commencer la mise en œuvre.
Le troisième client est venu d'un salon professionnel. J'avais installé un stand principalement pour réseauter et peut-être générer quelques pistes. Au lieu de cela, je me suis retrouvé avec une file de directeurs d'usine et de directeurs des opérations voulant des démos. J'ai littéralement manqué de carte de visite. Mon père était au même salon, dans un hall différent, distribuant des brochures pour des services informatiques de base dans des allées pratiquement vides. J'avais des gens qui attendaient 30 minutes juste pour me parler du logiciel. C'est là que j'ai réalisé que nous avions quelque chose de spécial. Ce n'était pas juste un bon produit. C'était la solution à un problème avec lequel toute une industrie luttait depuis des décennies. La demande était là. La solution fonctionnait. Tout ce que j'avais à faire, c'était de la mettre à l'échelle. Au cours des 4 années suivantes, j'ai fait passer cette partie de l'entreprise de 0 à 12 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Nous sommes passés de 15 employés à 65. Nous avons ouvert des bureaux dans 3 autres États. Mon logiciel est devenu le principal moteur de revenus pour Anderson Tech Solutions. Les vieux trucs de conseil informatique existaient toujours, mais ils ne représentaient plus que peut-être 20% du chiffre d'affaires total. Tout le reste, c'était ma suite d'optimisation manufacturière propriétaire et les services de conseil qui l'accompagnaient. Et voici la partie critique qui deviendra importante plus tard, je me suis assuré, bon sang, que chaque brevet, copyright et accord de licence pour ce logiciel soit à mon nom personnellement. Pas au nom de l'entreprise, au mien. Mon père pensait que c'était intelligent, en fait. Il disait que ça montrait un esprit d'entreprise et que je devais protéger ma propriété intellectuelle. Il a validé l'arrangement où je licenciais le logiciel à Anderson Tech Solutions pour un tarif très favorable. En gros, je facturais presque rien à l'entreprise pour utiliser un logiciel qui générait des millions de revenus. Je l'ai fait parce que je faisais confiance à ma famille. Je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Je croyais que mes contributions seraient reconnues et récompensées de manière appropriée. J'étais le génie technique derrière notre succès, et mon père gérait les opérations commerciales. Ça fonctionnait parfaitement. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Mon frère cadet, Jordan, a 3 ans de moins que moi. Il a rejoint l'entreprise il y a 5 ans après avoir papillonné entre divers emplois de vente. Jordan a cette personnalité classique du vendeur. Charmant, extraverti, excellent au golf, il sait toujours quoi dire pour que les gens se sentent bien. Il est aussi complètement inutile dès qu'il s'agit de quoi que ce soit de technique. Le gars sait à peine utiliser Excel au-delà des formules de base. Mon père a mis Jordan en charge du développement commercial, ce qui signifiait essentiellement emmener les clients déjeuner et jouer au golf. Et écoutez, je ne dis pas que ce genre de choses n'est pas important. Les relations comptent dans les affaires. Mais Jordan agissait comme s'il était la raison de notre succès. Il disait aux gens lors des réunions de famille qu'il avait bâti des relations avec des comptes clés, tout en oubliant commodément de mentionner que ces comptes n'existaient que parce que mon logiciel résolvait des problèmes avec lesquels il luttait depuis des années. J'ai observé cette dynamique se développer au fil du temps, et ça a commencé à me ronger. Jordan planifiait un déjeuner avec un client pour lequel j'avais passé 3 mois à implémenter une solution complexe. Il revenait en racontant comment il avait renforcé la relation et assuré la satisfaction du client. Pendant ce temps, c'était moi qui passais mes week-ends à déboguer des problèmes d'intégration, qui prenait des appels à minuit quand leur système avait des problèmes, qui personnalisait des fonctionnalités pour répondre à leurs besoins spécifiques. Mais Jordan obtenait le crédit pour la relation parce que c'était lui qui buvait des cocktails artisanaux avec eux dans des restaurants chers. Peu importe que la seule raison pour laquelle ils étaient assez heureux pour accepter ces déjeuners était que mon logiciel leur faisait économiser des millions. Dans la version des faits de Jordan, le logiciel n'était qu'un produit. Il était le bâtisseur de relations, la véritable valeur ajoutée. Cela a atteint son paroxysme lors d'une réunion d'entreprise où mon père félicitait Jordan pour avoir sécurisé un renouvellement de contrat majeur. J'ai souligné que le client m'avait littéralement dit la semaine précédente qu'il renouvelait parce que notre logiciel était irremplaçable pour leurs opérations. Jordan s'est mis sur la défensive et a dit que c'était parce qu'il avait établi une relation si forte qu'il nous faisait confiance. Je lui ai demandé d'expliquer ce que le logiciel faisait réellement pour ce client. Il a donné une réponse vague sur l'optimisation et l'efficacité. Le client utilisait notre module de maintenance prédictive pour prévenir les pannes critiques dans leur équipement de moulage par injection. Jordan ne savait même pas ce qu'était le moulage par injection. Jordan s'est marié il y a 6 ans avec cette femme nommée Ashley, qui vient d'une vieille fortune. Sa famille possède un tas d'immobiliers commerciaux autour de la ville. Ils ont eu leur premier enfant il y a 3 ans, puis un autre il y a 2 ans.
La petite famille parfaite. Maison en banlieue avec la clôture blanche, le Golden Retriever, l'abonnement au country club, le forfait complet. Pendant ce temps, je suis célibataire. J'ai eu des rendez-vous ici et là, mais rien de sérieux. J'étais concentré sur la croissance de l'entreprise, l'amélioration du logiciel, la gestion de notre équipe technique. J'avais un appartement en centre-ville, je conduisais une berline pratique, et je passais la plupart de mon temps libre soit à travailler, soit à aller à des conférences pour rester à jour sur les tendances technologiques. Pas exactement le style de vie qui crie le père de famille. Mes parents, surtout ma mère, ont commencé à faire des commentaires à ce sujet il y a environ 3 ans. Des petites allusions sur le fait que ce serait bien d'avoir plus de petits-enfants. Des questions sur pourquoi je ne me posais pas. Des comparaisons entre la vie de famille stable de Jordan et mon style de vie de célibataire. J'ai ignoré ça parce que je me disais que c'était juste des trucs de parents typiques. Ils veulent que leurs enfants soient heureux et aient des familles, peu importe. Mais les commentaires sont devenus plus fréquents et plus pointus. Ma mère disait des choses comme « Jordan semble juste plus posé » ou « il y a quelque chose à dire sur un homme qui donne la priorité à la famille ». Mon père a commencé à parler d'héritage et de construire quelque chose à transmettre à la génération suivante. Je n'ai toujours pas vraiment fait le lien, parce que j'étais occupé à gérer le côté technique de l'entreprise qui générait 90% de nos revenus. Il y a environ 8 mois, mon père m'a demandé de déjeuner avec lui, juste nous deux, ce qui était inhabituel. Nous avions normalement des réunions de gestion hebdomadaires où nous discutions de la stratégie commerciale, mais les déjeuners en tête-à-tête n'étaient pas vraiment notre truc. Je me suis dit qu'il voulait parler de l'expansion vers de nouveaux marchés ou peut-être enfin me donner un titre qui reflétait mes contributions réelles à l'entreprise. Nous nous sommes assis dans ce steakhouse qu'il aime bien. On a commandé à manger, on a fait la conversation. Puis il a pris cet air sérieux et a dit, nous devons parler de la planification de la succession. Je me suis dit, super. Enfin, nous allons officialiser ce que tout le monde sait déjà. Je suis le cerveau technique derrière le succès de l'entreprise. Je devrais être PDG à terme, ou au minimum un partenaire nommé avec une participation significative. Ce n'est pas là que la conversation est allée. Mon père a commencé à dire qu'il vieillissait, qu'il voulait commencer à penser à la retraite dans les prochaines années, qu'il était important que l'entreprise reste dans la famille. Tout ce avec quoi j'étais d'accord. Puis il a dit qu'il avait beaucoup réfléchi à qui devrait prendre la relève quand il se retirerait. J'ai littéralement commencé à dire des biens, évidemment, quand il m'a coupé la parole. Il a dit qu'il pensait que Jordan devrait être celui qui prendrait la relève en tant que PDG et propriétaire majoritaire de l'entreprise. Je suis resté assis là pendant 10 bonnes secondes, juste à assimiler ce que je venais d'entendre. Jordan. Le type qui ne pourrait pas expliquer ce que fait réellement notre logiciel même si sa vie en dépendait. Le type dont la principale contribution à l'entreprise était de jouer au golf et d'emmener des clients dans des dîners coûteux. Ce Jordan-là. J'ai demandé à mon père s'il était sérieux. Il s'est immédiatement mis sur la défensive, ce qui m'a indiqué qu'il savait que c'était problématique. Il a commencé à énumérer des raisons, Jordan a une famille à soutenir, Jordan a montré de grandes compétences relationnelles, Jordan représente le genre de valeurs stables et traditionnelles que les clients apprécient, Jordan apprend le métier et est prêt pour plus de responsabilités. J'ai souligné l'évidence. J'ai construit le logiciel qui génère presque tous nos revenus. Je gère l'équipe technique. Je m'occupe de tous nos projets de mise en œuvre majeurs. Je suis celui à qui les clients veulent vraiment parler quand ils ont de vrais problèmes, parce que Jordan ne comprend pas assez bien le produit pour les aider. Selon n'importe quelle mesure objective, je suis plus qualifié pour diriger cette entreprise. Mon père a pris cet air qu'il a quand il a pris sa décision et ne veut pas entendre d'arguments. Il a dit, c'est exactement le problème. Tu es trop concentré sur le côté technique. Diriger une entreprise nécessite des compétences humaines, une gestion des relations, une pensée stratégique au-delà du simple produit. Jordan a ses compétences. Tu es inestimable sur le plan technique, et tu resterais évidemment à un poste technique senior avec une excellente rémunération. Mais le leadership. Ça nécessite quelqu'un comme Jordan. J'ai demandé si cela avait quelque chose à voir avec le fait que Jordan ait des enfants et soit marié. Mon père a hésité, ce qui était toute la réponse dont j'avais besoin. Il a fini par dire que oui, la situation familiale de Jordan entrait en ligne de compte dans sa réflexion. L'entreprise représente notre héritage familial, et Jordan a une famille à qui le transmettre. Je ne suis qu'une seule personne.
Jordan construit quelque chose de plus grand. J'aimerais pouvoir dire que j'ai explosé juste là dans le restaurant. Que j'ai renversé la table, traité mon père de tous les noms, et que je suis sorti de façon dramatique. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté assis là, avec l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. 12 ans de travail à construire quelque chose à partir de rien, à faire croître l'entreprise par 6, et j'étais écarté parce que mon frère avait réussi à se marier et à se reproduire. J'ai demandé ce que Jordan posséderait réellement. Mon père a dit que le plan était de transférer 70% du capital de l'entreprise à Jordan, 20% à moi, et que mes parents garderaient 10%. Jordan serait PDG. Je serais CTO, directeur technique, avec un siège au conseil d'administration. 20%. Pour avoir construit toute la fondation de ce qui rendait l'entreprise précieuse, pour avoir créé la propriété intellectuelle qui générait des millions, pour gérer 60% des employés. 20%. J'ai demandé quand cela allait se passer. Mon père a dit qu'il voulait commencer la transition au cours des 6 prochains mois, avec Jordan prenant officiellement ses fonctions de PDG dans 1 an. Il voulait me le dire en premier, puis nous l'annoncerions à Jordan, ensuite à l'entreprise, et enfin aux clients. J'ai fini mon déjeuner. Je n'ai pas fait de scène. J'ai dit à mon père que j'avais besoin de temps pour digérer ça. Il avait l'air soulagé que je ne me batte pas contre lui là-dessus. Il pensait probablement que je changerais d'avis une fois que j'aurais eu le temps de penser à quel point son plan était juste. Je suis rentré à mon appartement ce soir-là, et j'ai sorti chaque contrat, dépôt de brevet et accord de licence que j'avais pour le logiciel. Je les ai lus attentivement. Chaque élément de propriété intellectuelle qui rendait Anderson Tech Solutions rentable était licencié à l'entreprise par moi personnellement. Les accords de licence étaient renouvelables annuellement. Je les avais toujours renouvelés automatiquement parce que pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'était l'entreprise de ma famille. Mais les accords étaient clairs. Je possédais l'API, propriété intellectuelle. L'entreprise l'a loué auprès de moi, et j'avais le droit de révoquer ses licences avec un préavis de 90 jours. Je n'ai pris aucune décision immédiate. J'ai passé la semaine suivante à observer comment les choses fonctionnaient au bureau avec un regard neuf. Jordan arrivait vers 9 heures, passait 1 heure à boire du café et à discuter avec les gens, prenait peut-être un appel client, puis partait pour un déjeuner de 2 heures. Il revenait vers 14 heures, traitait quelques emails, assistait peut-être à une réunion à laquelle il contribuait à peine, puis partait vers 16 heures pour rentrer dîner en famille. Pendant ce temps, j'étais là avant 8 heures, je restais jusqu'à 19 heures ou 20 heures la plupart des soirs, je gérais les escalades des clients, je travaillais avec notre équipe de développement sur les améliorations du produit, et je faisais réellement tourner l'entreprise. Mais bien sûr, Jordan était prêt à être PDG parce qu'il pouvait parler de handicap au golf et avait maîtrisé l'art d'avoir l'air occupé tout en ne faisant rien. J'ai parlé à quelques personnes en dehors de l'entreprise. Un ancien professeur devenu mentor, un pote de l'université qui dirigeait sa propre start-up tech, un avocat spécialisé en brevets avec qui j'avais travaillé sur certains de mes dépôts. J'ai exposé la situation sans leur dire ce que j'envisageais. J'ai juste demandé leur avis. Chacun d'eux a dit la même chose, si l'API est à ton nom et qu'on te pousse vers la sortie, tu as un levier. Utilise-le. Ne laisse pas la culpabilité familiale te pousser à donner ce que tu as construit. L'annonce a eu lieu 3 semaines après mon déjeuner avec papa. Réunion de famille chez mes parents un dimanche. Jordan et Ashley étaient là avec les enfants. Mes parents ont fait asseoir tout le monde dans le salon et mon père a fait tout un discours sur l'avenir de l'entreprise, sur l'héritage, sur la famille. Puis il a annoncé que Jordan prendrait la relève en tant que PDG et propriétaire majoritaire. Jordan a fait semblant d'être surpris, mais de cette manière qui me disait qu'il savait absolument que ça allait arriver. Ashley a eu les larmes aux yeux et a serré ma mère dans ses bras. Les enfants s'en fichaient parce qu'ils ont genre 5 et 3 ans et voulaient juste savoir s'il y avait un dessert. Tout le monde me regardait comme si je devais être excité pour mon frère. J'ai félicité Jordan, je lui ai serré la main, j'ai dit toutes les bonnes choses. Ma mère m'a pris à part plus tard et m'a remercié d'être si mature à ce sujet. Elle a dit qu'elle savait que ça pouvait être dur pour moi, mais que c'était la bonne décision pour la famille. Jordan avait besoin de cette opportunité. J'étais déjà un succès à part entière. Blablabla. Je suis rentré chez moi et j'ai rédigé une lettre. La lettre était adressée à Anderson Tech Solutions. À l'attention du PDG. Je n'ai même pas mis le nom de mon père, juste PDG. Très professionnel, très officiel. La lettre stipulait que,
conformément aux accords de licence datés de diverses dates, je donnais un préavis de 90 jours de mon intention de révoquer toutes les licences pour les logiciels propriétaires, algorithmes et propriétés intellectuelles associés actuellement licenciés à Anderson Tech Solutions. Après la période de 90 jours, l'entreprise n'aurait plus le droit d'utiliser, de modifier ou de distribuer ma API. J'ai également inclus une liste de ce que cette API comprenait exactement, le logiciel d'optimisation manufacturière qui générait la plupart de nos revenus, les outils d'intégration qui le faisaient fonctionner avec les systèmes hérités, les algorithmes prédictifs qui étaient notre principal avantage concurrentiel, le portail client que tous nos clients utilisaient, les tableaux de bord de reporting, chaque module personnalisé que nous avions développé pour des industries spécifiques. Tout. J'ai envoyé la lettre par courrier recommandé et par email à l'adresse professionnelle officielle de l'entreprise. En copie conforme à l'email personnel de mon père et à l'email professionnel de Jordan. Je l'ai envoyé un vendredi après-midi parce que je ne suis pas un monstre complet. Au moins, ils auraient le week-end pour digérer la chose avant que les clients ne commencent à appeler le lundi. Ensuite, j'ai envoyé des emails individuels à chacun de nos gros clients. Très professionnels, très brefs, les informant simplement que je voulais les contacter personnellement pour leur faire part de certains changements à venir. J'ai mentionné que je ne serais plus affilié à Anderson Tech Solutions à compter du date dans 90 jours. Je n'ai pas encore mentionné la situation de l'API. J'ai juste planté la graine que quelque chose changeait. Les coups de téléphone ont commencé samedi matin. Mon père a appelé en premier. Je l'ai envoyé sur messagerie. Il a rappelé. Messagerie. Il a appelé 6 fois de plus avant de finalement laisser un message. Sa voix tremblait. Il a dit que nous devions parler immédiatement. Ce ne pouvait pas être réel. Je ne pouvais pas faire ça à la famille. Rappelle-moi maintenant. Jordan a appelé ensuite. Il était en colère. Il a commencé à crier que j'étais mesquin et vindicatif, et que c'était parce que j'étais jaloux qu'il ait eu l'entreprise. Je l'ai laissé se défouler pendant environ 30 secondes, puis j'ai raccroché. Il a rappelé immédiatement. J'ai bloqué son numéro. Ma mère a appelé en pleurant. Elle disait que je déchirais la famille. Comment pouvais-je faire ça à mon frère, à mon père? Il m'avait tout donné. C'était ainsi que je les remboursais. J'ai effectivement répondu à celui-là. Je lui ai dit très calmement qu'ils avaient décidé de donner l'entreprise à Jordan. C'était leur choix. Mais la propriété intellectuelle était la mienne et je décidais quoi en faire. Si Jordan voulait diriger une entreprise, il pouvait diriger une entreprise juste pas une construite sur mon travail. Elle a dit que j'étais cruel. J'ai dit que j'étais juste. J'avais passé 12 ans à construire quelque chose de précieux. Et ils ont décidé que cela devait appartenir à Jordan parce qu'il avait réussi à se marier et à avoir des enfants. C'était leur décision. Ceci était la mienne. Plus d'appels de l'avocat de mon père, de Jordan, du père d'Ashley, qui pensait apparemment que son argent lui donnait un droit de regard sur notre entreprise familiale. Je les ai tous ignorés. J'avais dit ce que j'avais à dire dans la lettre. 90 jours. C'est ce que l'accord de licence stipulait, et c'est ce qu'ils obtenaient. Lundi matin, je suis arrivé au bureau tôt. La plupart de l'équipe technique relevait directement de moi de toute façon. J'ai convoqué une réunion avec eux tous, je leur ai dit franchement ce qui se passait. Je partais dans 90 jours. L'API était à moi, pas à l'entreprise. J'allais lancer ma propre firme, et je voulais savoir qui était intéressé à venir avec moi. Sur les 28 personnes de l'équipe technique, 24 ont dit oui immédiatement. Les 4 autres voulaient y réfléchir, ce qui était juste. C'étaient des gens avec des familles, des hypothèques, des vies. Je leur ai dit que je comprenais et qu'ils devraient faire ce qui était le mieux pour eux. Mais j'offrirais des salaires compétitifs, de meilleurs avantages, et une véritable participation au capital de la nouvelle entreprise. Pas 20% tout en faisant 80% du travail, une vraie part du gâteau. Mon père a débarqué au bureau vers 10 heures, a fait irruption dans mon bureau sans frapper, et a commencé à crier que je détruisais tout ce qu'il avait construit. Je l'ai laissé finir, puis j'ai très calmement souligné qu'il avait construit une petite société de conseil informatique qui avait du mal à être compétitive. J'avais construit la plateforme logicielle qui nous rendait rentables. Il y avait une différence. Il a dit que l'entreprise me poursuivrait en justice. J'ai souri et je lui ai demandé de faire ça, s'il vous plaît. J'apprécierais d'expliquer au tribunal comment il avait signé des contrats me donnant la pleine propriété de l'API,
comment je l'avais licencié à l'entreprise comme une faveur, et comment ces licences avaient toujours été destinées à être résiliables. J'apprécierais aussi la phase de découverte où nous regarderions quel pourcentage des revenus de l'entreprise provenait de ma pays par rapport aux parties de golf de Jordan. Il a dit que je ne travaillerais plus jamais dans cette industrie. Il s'en assurerait. J'ai ri à ça. Je lui ai dit que chacun de nos gros clients avait mes coordonnées personnelles. Il savait qui résolvait réellement leurs problèmes. Il savait qui avait construit le logiciel dont ils dépendaient. S'ils voulaient tester s'ils étaient plus fidèles au nom de famille Anderson ou à la personne qui leur faisait économiser des millions de dollars par an, nous pouvions lancer cette expérience. Jordan a essayé une approche différente. Il est venu à mon appartement ce soir-là, s'est pointé avec des fleurs et tout un discours préparé sur le fait que nous étions frères, que la famille était plus importante que les affaires, que nous pouvions arranger ça. Je lui ai dit qu'il avait raison. La famille est importante. C'est pourquoi ça a fait si mal quand papa a décidé que sa famille était plus précieuse que la mienne juste parce qu'il s'était marié. Jordan a dit que ce n'était pas comme ça. J'étais toujours de la famille. J'aurais toujours un rôle dans l'entreprise. Je l'ai coupé et je lui ai dit d'arrêter. La décision était prise. Je partais. L'API partait avec moi. Il pouvait diriger ce qui restait, ce qui serait une société de conseil informatique de base en concurrence avec un millier d'autres entreprises offrant les mêmes services. Il s'est mis en colère, puis a dit que j'étais égoïste, que je faisais du mal à maman et papa, que je nuisais à l'avenir de ses enfants. Je lui ai demandé s'il avait pris en compte tout cela lorsqu'il avait accepté une entreprise construite sur mon travail. Quand il était d'accord pour obtenir 70% du capital pour avoir créé 20% de la valeur. Bizarrement, il n'avait pas de réponse à ça. Les 90 jours sont passés vite. J'ai monté ma nouvelle entreprise, rempli toute la paperasse, loué des bureaux dans un meilleur quartier du centre-ville, et embauché les membres de l'équipe technique qui avaient décidé de venir avec moi, ce qui a fini par être l'ensemble des 28 personnes une fois que j'ai partagé la structure complète des capitaux propres et de la rémunération. J'ai commencé à contacter les clients pour les informer de la transition. Monter la nouvelle entreprise était presque thérapeutique. J'ai enfin pu construire quelque chose exactement comme je le voulais. Pas de compromis, pas de politique familiale, juste des décisions purement commerciales basées sur ce qui avait du sens. J'ai structuré le capital de manière à ce que les membres clés de l'équipe obtiennent une véritable propriété, pas des parts symboliques. J'ai mis en place une structure de gestion plate où les bonnes idées comptaient plus que l'ancienneté. J'ai créé une culture où l'excellence technique était valorisée autant que le développement commercial. L'espace de bureau que j'ai loué était dans un bâtiment industriel rénové. Au plafond, briques apparentes, immenses fenêtres, le genre d'espace que les entreprises technologiques utilisent pour attirer les talents. J'ai installé des postes de travail corrects pour l'équipe de développement. Une vraie salle de serveur avec des systèmes de refroidissement et de sauvegarde réels au lieu de l'installation bricolée que nous avions chez Anderson Tech. Des salles de conférence avec un bon équipement vidéo pour les appels clients. Une cuisine qui n'était pas juste une vieille cafetière et un mini-frigo. Mon équipe était surexcitée. Ils avaient travaillé dans les bureaux étroits d'Anderson Tech avec un équipement obsolète et aucun espace pour grandir. Maintenant, ils avaient de l'espace, des ressources et de véritables perspectives de carrière. Plusieurs d'entre eux m'ont dit qu'ils pensaient partir de toute façon. La seule raison pour laquelle ils étaient restés était la loyauté envers moi personnellement, pas envers l'entreprise. Les conversations avec les clients ont été intéressantes. J'ai approché chacun individuellement, généralement par appel vidéo car beaucoup étaient dans des états différents. J'expliquais que je lançais ma propre firme, que toute l'équipe technique venait avec moi, et que nous offririons le même logiciel et le même service qu'ils recevaient actuellement. Même qualité ou meilleure, tarifs similaires, accès plus direct à l'équipe technique puisque nous serions plus petits et plus concentrés. La plupart d'entre eux étaient soulagés, honnêtement. Ils avaient entendu des rumeurs sur des changements chez Anderson Tech. Certains avaient remarqué que Jordan était désormais plus impliqué dans leur compte et s'inquiétaient car ils ne comprenaient clairement pas leurs besoins techniques. Quand je leur ai offert la continuité avec les gens qui connaissaient réellement leur système et avaient construit leur solution, la décision a été facile. C'est là que c'est devenu intéressant. Nos accords de licence avec les clients étaient liés à Anderson Tech Solutions en tant qu'entreprise, mais les accords de mise en œuvre et de service faisaient référence au logiciel spécifique et à l'équipe technique. Quand j'ai offert aux clients l'option de transférer leur contrat à ma nouvelle entreprise avec le même logiciel, la même équipe et le même niveau de service à des prix similaires, la plupart ont sauté sur l'occasion. Pas tous.
Certains avaient une loyauté envers mon père ou se sentaient mal à l'aise avec le drame familial. Mais environ 70% de notre base de clients a décidé de transférer ses contrats vers ma nouvelle firme. Ils obtenaient la même chose qu'avant, juste avec un nom d'entreprise différent sur la facture. Anderson Tech Solutions a essayé de les poursuivre pour rupture de contrat. Cela n'a mené nulle part car les avocats des clients ont souligné que les contrats garantissaient l'accès à un logiciel spécifique et à des niveaux de service spécifiques. Quand Anderson Tech ne pouvait plus fournir ce logiciel ou ce service parce que je possédais l'API et que j'avais pris l'équipe technique, les clients avaient des motifs pour résilier pour non-exécution. Mon père a essayé d'embaucher de nouveaux développeurs pour recréer le logiciel. C'est techniquement légal puisque vous ne pouvez pas protéger par le droit d'auteur des idées, seulement une mise en œuvre spécifique. Mais voici le truc avec les logiciels d'entreprise complexes, ce n'est pas juste une question d'écrire du code. C'est une question de comprendre les problèmes spécifiques que vous résolvez, les cas limites, les défis d'intégration. C'est une question d'années d'amélioration itérative basée sur l'utilisation réelle. Ils ont embauché une équipe de développement, passé 6 mois à essayer de construire quelque chose de comparable. Ce qu'ils ont produit était essentiellement une version pire de ce que j'avais construit 5 ans plus tôt. Ça plantait constamment. Ça ne pouvait pas gérer les mêmes volumes de données. Il manquait des fonctionnalités critiques. Les clients qui étaient restés avec Anderson Tech ont commencé à les appeler pour demander quand le logiciel fonctionnerait correctement à nouveau. J'ai entendu par la bande ce qui se passait là-bas. La nouvelle équipe de développement que mon père a embauchée ne comprenait pas les processus de fabrication. C'étaient de bons codeurs, mais ils n'avaient jamais travaillé dans des environnements industriels. Ils ne savaient pas pourquoi certaines fonctionnalités étaient importantes ou comment le logiciel était réellement utilisé au quotidien. Ils construisaient sur la base de documents de spécification que Jordan a essayé d'écrire, ce qui revenait à demander à quelqu'un qui n'avait jamais conduit de voiture de concevoir un moteur. Un client m'a raconté directement ce qui s'est passé. Anderson Tech a déployé une mise à jour de son logiciel reconstruit à la hâte qui a fait planter tout leur système de surveillance de production. Ça a mis à l'arrêt 3 lignes de production pendant 6 heures, leur coûtant plus de 2,000 $ en perte de production. Quand le client a appelé Jordan pour exiger de savoir ce qui s'était passé, il n'a pas pu expliquer le problème technique. Il a littéralement passé l'un des nouveaux développeurs au téléphone qui a admis qu'il travaillait encore sur quelques bugs. Ils ont déployé du code non testé dans un environnement de production d'une usine. Ce ne sont pas des bugs, c'est de la négligence professionnelle. Un autre client a vu ses données corrompues par le nouveau système. Des années de données de production, de métriques de qualité, de registres de maintenance tout simplement disparus. Les systèmes de sauvegarde n'ont pas fonctionné correctement parce que les nouveaux développeurs ne les avaient pas implémentés correctement. Le client a perdu des données dont il avait besoin pour la conformité réglementaire dans son industrie. C'est le genre de choses qui fait fermer des entreprises par les régulateurs. Jordan, en tant que PDG, a commencé à faire des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Il disait aux clients que la nouvelle version serait prête bientôt. Il leur disait qu'elle serait meilleure que ce qu'ils avaient avant. Il a signé des contrats garantissant des métriques de performance spécifiques que son équipe de développement n'avait aucune chance d'atteindre. C'est là que les procès ont commencé. Les entreprises manufacturières ne plaisantent pas. Quand vous leur promettez un logiciel qui réduira les temps d'arrêt et optimisera la production, et que vous livrez quelque chose qui plante et leur coûte de l'argent et de la productivité, elles vous poursuivent. Surtout quand elles ont des contrats avec des garanties de performance spécifiques que vous ne respectez pas. Le premier procès est venu de Henderson Manufacturing. Ironiquement, le tout premier client que j'avais amené. Ils ont poursuivi pour rupture de contrat, demandant des dommages et intérêts pour la perte de productivité et le coût de la mise en œuvre d'une solution différente. Ils ont calculé leurs dommages à un peu plus de 3 millions de $. Puis Norton Industries a porté plainte. Ils demandaient 4,2 millions de $. Puis Cascade Manufacturing, 6,8 millions. Dans les 6 mois suivant la prise de fonction officielle de Jordan en tant que PDG, Anderson Tech Solutions faisait face à 14 procès distincts totalisant un peu plus de 40 millions de $ en dommages réclamés. Le chiffre d'affaires annuel total de l'entreprise avant mon départ était d'environ 12 millions de $. Ils étaient poursuivis pour plus de 3 fois leur chiffre d'affaires annuel. Jordan a essayé de me blâmer dans les documents juridiques. Il a dit que j'avais saboté l'entreprise, que j'avais agi de mauvaise foi, que j'avais volé des clients. Ses avocats ont même essayé d'argumenter que mes accords de licence étaient invalides à cause d'une technicité du droit de la famille.
Ça a duré exactement une audience avant que le juge ne leur dise de revenir avec de vrais arguments juridiques au lieu de sentiments. L'assurance n'a pas couvert la majeure partie de tout ça parce que Jordan avait fait des déclarations frauduleuses sur les capacités du logiciel, ce qui annulait la couverture. L'entreprise avait peut-être 2 millions de dollars d'actifs liquides. Même s'il vendait tout, il ne pourrait pas s'approcher de la couverture de l'exposition aux poursuites. 3 mois après le début de ce cauchemar juridique, mon père a débarqué à mon nouveau bureau. Il n'a pas appelé avant. Il est juste entré dans la zone de réception et a demandé à me voir. Mon assistant m'a prévenu et j'ai failli dire non, mais la curiosité l'a emporté. Il avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 8 mois. Il s'est assis en face de mon bureau sans y être invité. Il a commencé à dire que nous devions travailler ensemble pour arranger ça. Que c'était toujours une entreprise familiale et que la famille est de la famille. Que Jordan était dépassé et avait besoin de mon aide. Je lui ai demandé ce qu'il offrait. Il a dit que si je revenais, nous pourrions restructurer. Me donner plus de capital. Peut-être 40% au lieu de 20%. Qu'est PDG avec Jordan. Nous trouverions une solution ensemble. J'ai ri. Je lui ai dit qu'il passait toujours à côté du sujet. Je ne voulais pas de part dans une entreprise en faillite poursuivie jusqu'à l'oubli. J'avais ma propre entreprise maintenant. Une qui n'avait pas 40 millions de dollars d'exposition aux poursuites. Une où je possédais la pays au lieu de la louer. Une où je n'avais pas à partager le crédit avec quelqu'un qui ne pouvait même pas expliquer ce que faisait le produit. Il s'est mis en colère alors. Il a dit que j'étais vindicatif. Que je détruisais l'œuvre de sa vie par méchanceté. Qu'il m'avait tout donné. Et que c'était comme ça que je le remboursais. J'ai affiché les emails originaux d'il y a 18 mois sur mon écran. J'ai tourné le moniteur pour qu'il puisse les voir. Ceux où il expliquait que Jordan méritait d'être PDG en raison de sa famille traditionnelle et de ses qualités de leader. Où il disait que j'étais inestimable sur le plan technique mais pas fait pour le leadership. Où il m'offrait 20% de capital pour avoir construit toute la fondation de la valeur de l'entreprise. Je lui ai demandé s'il aurait pris la même décision s'il pouvait recommencer. S'il pensait toujours que la femme et les enfants de Jordan le rendaient plus qualifié que moi. S'il pensait toujours que 20% était juste. Il n'a pas répondu. Il s'est juste levé et est sorti. C'était il y a 4 mois. Pas de nouvelles de lui depuis. La situation de Jordan a empiré. 2 des procès sont allés jusqu'au procès parce qu'il refusait de transiger. Mauvaise décision. Les jurys n'aiment pas les PDG de la tech qui promettent des choses qu'ils ne peuvent pas livrer et blâment ensuite tout le monde quand ça tourne mal. Le premier verdict est tombé contre Anderson Tech pour le montant total plus des dommages punitifs. 8,4 millions de dollars au total. Le deuxième procès a duré 3 jours. L'avocat du plaignant a fait témoigner son ancien directeur d'usine sur la façon dont la défaillance logicielle d'Anderson Tech avait entraîné un incident de sécurité en cascade. Personne n'a été blessé, mais ils avaient dû fermer toute une installation pour des inspections d'urgence. Ce jury leur a accordé 12 millions de dollars. Le dépôt de bilan est arrivé 2 semaines plus tard. Chapitre 7, même pas chapitre 11. Il n'y avait rien à réorganiser. L'entreprise était une coquille vide. Pas de pays, pas d'équipe technique, pas de produits viables, et plus de dettes que d'actifs. Le dossier listait mon père et Jordan comme créanciers principaux parce qu'ils avaient personnellement garanti certaines des dettes de l'entreprise. Ils risquaient de perdre leur maison. Ma mère m'a appelé après le dépôt, la première fois que nous parlions en plus d'1 an. Elle pleurait. Elle disait qu'ils allaient tout perdre, qu'ils avaient besoin d'aide, que j'avais sûrement assez de succès maintenant pour aider ma famille. Je lui ai demandé si elle se souvenait m'avoir dit que j'étais dramatique quand je soulignais le favoritisme en grandissant. Si elle se souvenait avoir dit que Jordan méritait plus la Tesla parce que l'université était plus dure pour lui. Si elle se souvenait m'avoir traité d'égoïste pour ne pas avoir payé pour son accident de conduite en état d'ivresse. Elle a dit que c'était différent. C'était le passé. Il s'agissait d'aider la famille en crise. Je lui ai donné le numéro de ma ligne professionnelle et j'ai dit que s'il voulait embaucher ma société de conseil, mes tarifs étaient de $200 de l'heure avec une provision de 10,000 $. Puis j'ai raccroché. Jordan a tenté une dernière approche. Il s'est pointé à mon immeuble et a convaincu le portier de le laisser monter. Il a frappé à ma porte à 21h un mardi. Quand j'ai ouvert, il avait l'air dévasté. Pas rasé depuis des jours. Ses vêtements avaient l'air d'avoir servi de pyjama.
Il a demandé si on pouvait parler. Je l'ai laissé entrer. Il s'est assis sur mon canapé et a commencé à expliquer à quel point les choses allaient mal. Les procès, la faillite. Ashley avait emmené les enfants chez ses parents parce qu'ils allaient perdre leur maison. Il ne pouvait pas trouver un autre emploi parce que tout son mandat de PDG était un désastre publiquement documenté. Il postulait à des postes de vente et se faisait rejeter. Puis il a demandé s'il y avait un moyen pour que j'envisage de l'embaucher. Pas à la direction, juste à la vente. Il referait ses preuves. Il avait juste besoin d'une chance. Je lui ai demandé s'il comprenait pourquoi il était dans cette position. S'il comprenait vraiment. Pas les trucs de surface sur le logiciel qui a disparu, mais les vraies raisons. Il a dit qu'il savait qu'il n'était pas aussi technique que moi, qu'il aurait dû écouter quand j'essayais d'expliquer comment le logiciel fonctionnait, qu'il s'était trop reposé sur l'équipe de développement que papa avait embauchée et qu'il n'était pas aussi bon que la mienne. Je lui ai dit qu'il ne comprenait toujours pas. Le problème n'était pas qu'il n'était pas technique. Le problème, c'est qu'il a pris quelque chose qu'il n'avait pas construit, qu'il ne comprenait pas, et qu'il ne pouvait pas maintenir, puis il a agi comme s'il le méritait plus que la personne qu'il avait créée. Il a fait des promesses qu'il ne pouvait pas tenir parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il promettait. Il a blâmé les autres pour ses échecs au lieu d'admettre qu'il n'était pas qualifié pour le poste. Il est resté assis là 1 minute, puis a demandé si c'était un non pour le boulot. J'ai dit, ouais, c'était un non. J'ai besoin de gens qui apportent de la valeur, pas de gens qui ont besoin d'un emploi parce qu'ils ont détruit leur dernière entreprise par incompétence. Il est parti. J'ai entendu par des contacts mutuels dans l'industrie qu'il a fini par prendre un job dans un centre d'appel, faisant de la vente sortante pour des assurances d'entreprise, gagnant environ 40,000 $ par an. Sa femme a divorcé 6 mois plus tard, a pris les enfants, et est retourné vivre dans le domaine de ses parents. Il vit dans un studio et conduit une berline vieille de 10 ans. Mon père a perdu la maison. Lui et ma mère ont emménagé dans un petit condo dans une communauté de retraités. Il a dû puiser dans ses comptes de retraite pour régler certaines des garanties personnelles sur la dette de l'entreprise. Il fait du conseil à temps partiel maintenant, essayant de reconstituer ses économies, principalement pour des entreprises qui ne sont pas au courant du désastre d'Anderson Tech. Pendant ce temps, mon entreprise a dépassé les 30 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. Nous nous sommes étendus dans 2 nouveaux verticaux de produits. J'ai 80 employés maintenant. Nous sommes approchés par des fonds de capital investissement intéressés pour acheter une part, mais je ne vends pas. Pourquoi abandonnerais-je le contrôle de quelque chose que j'ai construit?